On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Bilan d'une très courte session parlementaire à Québec. Au lendemain d'une élection, on reçoit dans quelques instants la nouvelle députée d'Iberville, Audrey Bogmans. Mais tout d'abord, le député réélu de Saint-Jean, Louis Lemieux. Faisons le bilan de cette très, très courte session parlementaire post-électorale à Québec avec le député de Saint-Jean, maintenant réélu, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut, Éric. Réélu est toujours fier de l'être? Oh que oui! Bon, ça n'a pas été long, cette session parlementaire-là, mais il y a quand même beaucoup de nouveaux à Québec. Donc, ça a permis, je présume, de placer les affaires, comme on dit? Oui, mais moi j'ai manqué 2 des jours. On a siégé 8 jours, j'en ai manqué 2. J'étais à Ottawa avec mon ministre pour parler de francophonie canadienne. Donc, je ne peux pas tout raconter, mais je peux te dire que c'est... Et maintenant, après un premier mandat, je vois les choses venir que je ne voyais pas avant et je les goûte davantage, je les savoure même. Donc, on a profité de ce début de législature-là pour briser la glace. Tous les députés se sont levés. Tous les députés de tous les partis se sont levés pour prononcer un petit discours, une allocution en réponse au discours d'ouverture. Et ça sert surtout à ça. Que les ministres aient une première réponse, que les gens de l'opposition aient une première question. Que, bon, ça sert à ça. Ça sert à s'installer. D'ailleurs, mon bureau n'est pas encore tout à fait prêt. C'est vrai pour tout le monde. Donc, on peut parler de politique, mais dans la vraie vie, là, la première session de 2 semaines, c'est pour s'organiser. Quel est le regard qu'on a sur les nouveaux? Parce que quand on a un mandat en arrière de la cravate, est-ce qu'on se rappelle ce qu'on avait de l'air 4 ans avant? Ben oui. Non seulement on s'en rappelle, mais c'est ce que je te disais, je le goûte maintenant. Ouais. Par exemple, il y a quelque chose d'un peu bizarre parce qu'il y a 11 commissions parlementaires et ça s'est passé cette année, mardi de la 2e semaine. Tous les députés s'en vont en commission parlementaire, mais là, il y a 11 commissions qui siègent en alternance dans 2 salles. Puis là, c'est comme une danse de Saint-Guy, quasiment. La présidente se promène, nomme un président, nomme un vice-président. Je te raconte ça parce que cette année, je le voyais venir. Je savais comment ça allait marcher. Alors, j'insistais pour présenter et proposer la nomination de mon président. Alors qu'il y a 4 ans, quand ça s'est terminé, ils m'ont dit « OK, vous en allez. » J'ai dit « On fait quoi? Bien, vous sortez, c'est tout. » Avez-vous eu à parrainer un petit nouveau? Oui, on a presque tous fait ça. On n'en avait pas tant que ça. Nous, il y en avait 18, je pense, au total de la Coalition Avenir Québec. Mais oui, moi, j'étais mentor pour un des nouveaux députés. C'est agréable à faire. Ouais. Et puis, la vision, le regard qu'on a sur les nouveaux, on les trouve chanceux, on trouve ça beau. On entend des choses, puis on se dit, ben oui, moi aussi, j'ai posé cette question-là, puis je l'ai regretté. J'ai vu un excellent reportage à Radio-Canada sur Audrey Bogmans à Iberville, qui était marrainé par Sylvie Damour dans les Laurentides. Je trouvais ça intéressant comme formule. Oui, comme formule médiatique, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Ils ont fait ça pour plusieurs députés, puis j'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Mais la formule de pairage avec un ancien, c'est nécessaire. Il y a des choses là que... Des fois, tu n'es pas... Pas que tu es gêné, mais tu n'as pas envie de poser la question qui semble tellement évidente, mais que tu n'as pas la réponse. Alors, quelqu'un pour te dire, c'est bien. Bon, là, vous avez un nouveau rôle d'adjoint parlementaire, parce que dans le dernier mandat, vous étiez avec Nathalie Roy à la Culture-Communication, qui est devenue la présidente de l'Assemblée nationale. Maintenant, elle fait bien ça, d'ailleurs. Elle fait bien ça, les 2 premières semaines. Une ex-collègue à moi de TQS. Oui, mais elle fait bien ça. Ça lui va bien. Et là, vous êtes maintenant adjoint parlementaire du député de Chambly, qui est maintenant le nouveau ministre de la langue française, mais des institutions démocratiques. Et d'un paquet d'autres affaires. Disons-le qui est à côté, que vous connaissez bien, évidemment, Jean-François, à côté. Comment ça se passe, ce nouveau rôle-là? Ça se passe très bien parce que, en tout cas, dans mon cas, j'ai la francophonie canadienne comme, entre guillemets, volet. Et je connais très bien le reste du Canada. Ça va me servir pour les relations intergouvernementales dont il est responsable, Jean-François. Oui, aussi. Mais la francophonie canadienne, je l'ai vécue dans toutes les... en fait, dans toutes les régions du pays pendant 20 ans. Alors, je les connais, je les comprends. Et de leur parler maintenant et d'être leur interlocuteur, premier interlocuteur à Québec pour parler de francophonie canadienne, je me sens à ma place. Puis en même temps, ça tombe bien parce que la langue française au Québec, Jean-François Roberge le dit, on marche pas, on court dans le mur. Il y a un réveil nécessaire. Donc, les francophones du reste du Canada vont nous aider avec ça aussi. Mais les statistiques sont drôlement inquiétantes, parce que même j'écoutais votre premier ministre, François Legault, en ouverture de session. On parlait, entre autres, du phénomène de Montréal, contrôle de l'immigration, qui vient aussi s'imbriquer dans tout ça. Et actuellement, les stats ne sont pas très bonnes. Non, elles ne sont pas bonnes du tout. Et la raison pour laquelle elles nous font mal, c'est que c'est le sondage, pas le sondage, le recensement canadien qui fait qu'une fois par 5 ans, on les a, ces chiffres-là. Donc, une des choses, on en avait discuté à la loi 96 quand on l'a travaillé, c'est que ça nous prend
de meilleures, c'est pas des études, mais une meilleure vision, une meilleure lecture de la situation pour être capable de s'ajuster. Parce qu'il ne faut pas attendre 5 ans pour dire « Oh, ça recule beaucoup, là. » Bon, puis là, votre nouveau ministre a même chapeauté cette loi qui maintenant fera en sorte que vous ne serez plus obligé de prêter serment au roi d'Angleterre. Oui, ça a duré, c'est 8 ou 12 minutes que ça a duré en Chambre. Vote unanime? Oui, mais ça, il y a beaucoup plus de votes unanimes qu'on pense. Mais on n'en parle pas toujours. Celui-là était unanime. Bien, unanime. Il y avait 3 abstentions de force. Il n'était pas là. Puis il manquait du monde sur le plancher, mais tout le monde a voté pour. C'est une bonne chose. On l'avait déjà voté. Moi, le 6 juin, j'étais en commission parlementaire. La loi disait essentiellement la même chose. Elle était présentée à l'époque par QS. Et le parti gouvernemental avait dit, oui, on est d'accord, on va changer ça. Mais rendu au bleu, au Salon Bleu, pour l'adoption finale, il y avait eu des négociations avec les libéraux, puis finalement, on n'avait pas voté là-dessus. On l'aurait fait de toute façon, je pense. Là, ça a été amené d'une façon un petit peu théâtrale, disons-le comme ça. Puis c'est correct. En autant que c'est fait, c'est tout ce qui compte. Je me souviens, quand je suis monté en chambre pour aller voter ça, les journalistes posaient la question, tant qu'à faire, pourquoi on n'abolit pas la monarchie? Je dis, on va commencer par le commencement. Là. On va abolir ça, puis le reste, on verra. Disons que les 3 mousquetaires péquistes ont fait leur boulot. Oui. Et admirablement bien. D'un point de vue de relations médias et de relations publiques, c'est 5 10 sur 10. Ah, 5 sur 5. Oui, tout à fait. Bon. Mais c'est correct. Ça fait partie des beaux côtés de la politique quand on est capable de s'entendre. On n'a pas réussi à s'entendre en juin, mais là, on s'est entendu, c'est bien. Parlons du comté. 2 choses. Vous avez déménagé les bureaux. Oui. Et vous avez maintenant aussi un nouveau directeur de bureau. Oui, monsieur. Dans les 2 cas, c'est une bien bonne chose. Quoique l'immeuble patrimonial que j'occupais dans le vieux, je l'avais vraiment à cœur. Mais, toutes sortes de circonstances ont fait qu'il a fallu considérer un déménagement. Et je n'étais pas mécontent d'aller m'installer là où je suis, juste en face du Corbusier, en face du poste de police, en fait. Dans l'édifice Bleury McDonald. Là. Voilà. Ça, c'est tout petit. En fait, j'en ai profité pour faire du ménage. C'est beaucoup plus petit. J'ai pas l'espace que j'avais avant. Mais, tu sais, les choses ont changé avec le télétravail, avec tout ça. Puis là, ça me permet d'être un petit peu plus central aussi pour le Grand Saint-Jean. Et nouveau directeur? Oui, Yves Denis, qui est venu à pied levé, 48 heures d'avis, prendre le poste. Il est encore un peu dans le jus, je pense, mais je pense qu'il va arriver à Noël en même temps que tout le monde. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, parlons d'enjeux localement. Le premier qui, pour moi, vient à la surface, c'est évidemment la fermeture prochaine de la clinique Midi-Soleil en tant que GMF Réseau, qui assume actuellement ce qu'on appelle les P4 et les P5 de l'hôpital, donc environ 17 000 patients qui fréquentent, donc des gens qui sont sans rendez-vous, là, qui fréquentent pour des urgences mineures. On a eu récemment la présidente, la docteure Joëlle Bertrand-Bovet, on a eu Richard Deschamps, le PDG du CIS de la Montérégie-Centre, qui ont expliqué un peu les enjeux. Je comprends qu'il y a comme une guerre un peu politique peut-être entre les 2 instances, mais au final, le 1er avril, quelqu'un qui est considéré P4 ou P5, il va faire quoi? Il va aller à l'hôpital ou il va aller ailleurs? Depuis 10 ans, et quand on a fait ça il y a 10 ans, c'était une bonne idée. On se donnait les moyens de nos ambitions localement pour le service de santé, c'était parfait. Mais là, on est ailleurs. Tout le service de santé au Québec, tout le réseau est en mutation et on est en train de vivre une grande transition. Je te parie pas parce qu'on ne parle pas d'argent, mais je pense que dans 1 an ou 2, on va se retrouver dans une situation où la plupart des gens qui seraient allés à Midi-Soleil il y a 2 mois vont y aller dans 2 ans. Mais au lieu de passer par le canal d'appeler Midi-Soleil, ils vont passer par le guichet unique, qui est le 811, qui va devenir éventuellement Clic Santé. C'est-à-dire qu'on n'a pas moins de services. C'est juste que c'est plus difficile au début, dans la transition, d'aller chercher son rendez-vous au 811. Puis il y a une raison pour laquelle c'est difficile. Pas que c'est difficile de composer 811, c'est que tu vas te faire dire « Oui, mais monsieur, vous n'avez pas besoin d'aller à la clinique. Là. Allez voir votre pharmacien, il va vous arranger ça. » Et c'est là le but de l'opération. La transition dans laquelle on est, c'est qu'on est en train de réorganiser le guichet d'entrée vers le service de santé pour être capable, à la base, de régler des choses. Il n'y a pas un risque quand même que l'urgence se ramasse avec un trop-plein de clientèle? C'est le contraire qui va se passer. Une urgence qui est déjà débordée, ceci dit. Là. Richard Deschamps m'a dit qu'il était venu te voir. Oui. Puis il m'a dit je parlais à Éric, puis je le regardais, puis je comprenais que ce que je lui disais, c'était comme de la science-fiction. Mais on est rendu là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte
des hôpitaux, des urgences, les P4, les P5. On ne peut plus garder ça là, ça n'a plus de bon sens. Mais pour les envoyer à la bonne place, il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on change nos systèmes. Puis là, prenons un cas d'espèce. On est le 12 avril. Disons que c'est pas le cas, mais disons que ma petite fille de 8 ans, je pense qu'elle a une otite. Je fais le 811. On va m'envoyer où? Là? Ah, il y a même maintenant un 811 pédiatrie. Puis ça fonctionne. Puis Christian Dubé puis Richard Deschamps m'ont dit la même chose. On voit plus de patients qu'on en voyait. OK, il y a 2 sortes de patients au Québec. On va faire ça simple, OK? Simple de même. Il y a 2 sortes de patients. Ceux qui ont un médecin de famille, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont un médecin de famille, allez voir votre médecin de famille. Ceux qui n'en ont pas de médecin de famille, 811, éventuellement Clic Santé. Et à partir de là, si vous avez 65 ans et plus, vous avez même un traitement de faveur, vous avez une clinique mobile, en Montérégie en tout cas, qui va peut-être aller vous voir. Mais le 811 va, avec un jugement de ce dont vous avez besoin, il va vous trouver plus rapidement que maintenant ou qu'avant les services. Donc, l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu, le 1er avril prochain, ne souffrira pas des 17 000 patients qui allaient à Midi-Soleil en ce moment. Le 2 puis le 3 avril, le 1er, j'aime pas ça, c'est un poisson d'avril, mais le 2, 3, peut-être, mais c'est parce qu'il faut tous qu'on se réhabitue. Il faut tous qu'on reprenne de bonnes habitudes. 1, de ne pas aller à l'urgence, si on n'en a pas besoin. Puis 2, pour savoir si on en a besoin ou pas, de passer par le 811, qui va nous trouver un rendez-vous en 36 heures. Richard Deschamps disait que la Fondation Santé au Richelieu-Rouville avait pris quand même une bonne décision. Il y a 10 ans, oui. En ne renouvelant pas la subvention de 400 000 par année à Midi-Soleil. Bon. Par contre, le grand questionnement, c'est est-ce que le modèle de l'affaire de la clinique est bon ou mauvais? Ça sera à jeu d'en juger. Mais puis la Fondation était la seule à faire ça, là. Je veux dire, on avait pris à ce moment-là, à cause de ce qu'on vivait, on avait pris la bonne décision il y a 10 ans. Mais là, maintenant, il faut se ramener dans le giron du système. Mais les gens de la clinique disaient qu'ils se sentaient peu ou pas écoutés de la part des instances ou du CIS ou du député ou de la ville ou je ne sais trop. Mais qu'est-ce que vous répondez à ça par rapport aux récriminations de la clinique elle-même? Pas écouter. Moi, là, t'es le 2e journaliste qui me demande, ils vous ont-tu écrit, ils vous ont-tu appelé? Puis la réponse au premier, c'était non. Puis, sauf erreur, j'ai pas eu d'appel ou de... Je veux dire, j'ai été interpellé dans le journal. J'ai ouvert mon Canada français, fermeture. Mais c'est parce que c'était une bataille perdue d'avance. On est en train de changer le système. On ne peut pas garder... Autre sujet d'actualité en santé, c'est la Maison des aînés dont l'ouverture est reportée. Oui, quelques mois. Richard Deschamps m'a dit qu'on allait l'ouvrir par module parce qu'il y a toujours cette pénurie d'emploi, pénurie de main-d'œuvre, pardon, qui perdure. Ça, on s'en cache pas. C'est vrai que c'est pas facile. Mais c'est aussi pour apprendre à travailler avec. Une maison des aînés, là, c'est pas parce qu'il y avait des CHSLD que tu travailles de la même façon dans une maison des aînés. Il faut apprendre à bien la faire fonctionner. Il faut que le personnel s'adapte et il faut le trouver, le personnel. Donc, on va y aller par module. Je pense que le premier module, c'est 70 ou 80 et puis il y a de la place pour 192, donc ça va prendre un certain temps. Mais je dis toujours à la blague, c'est pas un Walmart, là. Tu rouvres pas ça puis tout est ouvert. Il faut que tu rodes la place, là. En terminant, pour vous, c'est quoi l'autre enjeu important dans le comté en ce moment? Bien, c'est en santé, c'est Georges Faneuf. On travaille très fort avec Richard Deschamps, le PDG du CIS, pour être capable de faire déménager ces gens-là, les 125 résidents qui sont à Georges Faneuf, parce que c'est pas évident, là, c'est un des plus vieux CHSLD au Québec. Il y en a d'autres. Notre problème, c'est ça, c'est que la formule qu'on essaie de trouver, puis on en a une qu'on fait avancer, bien, d'autres vont en avoir besoin, puis là, ils sont en train de regarder ça. J'avais promis, et je vais le faire, mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est le cégep, qu'on moderniserait les installations du cégep. Là, c'est au cégep maintenant de négocier avec le ministère pour aller chercher. Là, il y a un plan de 34 millions sur la table. Ça va être 30, ça va être 38, on verra. Puis, je sors à l'instant d'une rencontre du Caucus au Richelieu avec mes 2 collègues d'Iberville et de Huntingdon, et je suis emballé parce que Caucus au Richelieu, ça a l'air un petit peu prétentieux comme ça, mais on va travailler à 3. On va avoir une cohésion régionale, on va avoir une expertise régionale des 3 élus. D'ailleurs, vos élus de tous les niveaux de gouvernance ont commencé à se rencontrer une fois par mois. Puis ça, c'est une des conséquences du le chantier au Richelieu qu'on avait fait. On avait promis de faire ça. Et ça c'est le fun. Il y a bien des réunions dans une journée, moi, mais celle-là avec les élus, puis celle-là avec mes collègues à l'Assemblée nationale, ça, je sens qu'on va avancer avec ça. Louis Lemieux, merci beaucoup. Pas de joyeuse fête, rien, là. Joyeuse fête? Ben, j'espère. Salut, joyeuse fête, tout le monde. T'es pas fin, des fois. Et restez là, parce que tout de suite après, on reçoit votre nouvelle collègue d'Iberville, Audrey Bogmans. D'accord. Restez avec nous. On va revenir après ceci.
Salut, c'est François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle du grand retour du tournoi de hockey d'antan de Venise en Québec qui aura lieu au mois de février avec M. le Président et M. le Conseiller Steve Robitaille. Manquez pas ça. Bilan d'une très, très courte session parlementaire post-électorale. Avec nous pour en parler, la nouvelle députée d'Iberville de la Coalition Avenir Québec, Audrey Bogmans. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Comment s'est passé le baptême de Québec? Super bien. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qu'on fait dans les premiers jours, dans les premières semaines? C'est quoi la formation qu'on vous donne? Bref, comment ça se passe, l'intégration? Bien, en fait, on a un grand pan, surtout qu'on est élu de formation, d'accompagnement, que ce soit à domicile ou même à Québec. Puis aussi, dans le fond, l'équipe vraiment du parti qui nous prend en charge des caucus. On est mis au courant des dossiers, on prend connaissance aussi. Puis au sein de la CAQ, comme on est nombreux, ils ont mis aussi un système de mentorat pour accompagner les nouveaux avec les gens plus expérimentés. Dans mon cas, c'est Sylvie Damour du comté de Mirabel. Donc, elle m'a beaucoup aidé à démystifier certaines choses. Puis, l'Assemblée nationale a aussi, cette année, mis en place un nouveau programme de compagnonnage avec un membre, dans le fond, de l'Assemblée pour nous aider, on a été bien pris en charge. Donc, autrement dit, on est bien accompagné, bien intégré. On n'est pas laissé à nous-mêmes. Dès qu'on a une question, il y a quelqu'un à quelque part qui peut répondre à ce qu'on a besoin. Exactement, parce que dans les premières actions qu'on pose, c'est le choix de notre équipe. Puis après ça, démarrer vraiment le bureau de comté physique. Puis c'est important parce que nous, on a des questions, mais aussi les gens dans notre équipe, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils soient accompagnés. Les outils informatiques, par exemple, prennent place. Donc, le spectre, en fait, de ce qu'il faut voir à ce moment-là est très, très large pour être fonctionnel rapidement. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur d'être en marche rapidement. Bon, vous avez parlé de mentorat. J'ai vu d'ailleurs le reportage à Radio-Canada où on vous voit avec Sylvie Damour de Mirabel, qui, de ce que j'ai compris, est issue également de l'agriculture, comme vous, exactement. Donc connaît probablement les mêmes genres de préoccupations. C'était un match intéressant, un match parfait. Vous vous êtes comprise rapidement? Oui, exactement. En fait, avant que je me lance en politique, quand j'ai été approchée, c'est une des personnes qui m'avait contactée, dans le fond, pour m'expliquer un petit peu en quoi ça consistait. Puis elle, son rôle, c'était pas du tout de me vendre une sauce rose, mais de bien me mettre au courant de quelle serait ma réalité. Puis ce qu'il fallait prévoir, quel genre de sacrifice ça occasionnait. Donc, je trouvais que le lien se faisait drôlement bien par la suite là, pour le mentorat avec Sylvie. Malgré tout ce qu'on a pu lire ou entendre, qu'est-ce qui nous frappe le plus quand on est officiellement député, là, puis qu'on est dans ces formations-là, qu'on est avec votre collègue? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? C'est le grand privilège de pouvoir siéger au Salon Bleu. On se rend compte des géants qui ont passé là avant nous, puis du grand privilège, la grande confiance aussi que les gens du comté font dans nous pour pouvoir représenter. Puis là, on le sait, mais quand on est là, on se dit là, on a définitivement la responsabilité de faire de ces 4 ans-là quelque chose qui va pouvoir faire avancer notre comté ou le Québec. Là. Donc, on sent vraiment je dirais le poids, peut-être, oui, mais on sent donc une responsabilité. Cette responsabilité-là sur nos épaules, de voir le Parlement, de voir le Salon Bleu, de voir l'histoire de nos institutions démocratiques. Ben, c'est ça, au final. C'est ça qui vient un peu comme... Ça fait prendre tout le sérieux de la chose, toute l'importance, je pense, aussi des actions qu'on peut poser en tant que gouvernement. Oui, bon. Ça amène une réflexion. Quand on était assis pour une première fois dans le Salon Bleu, là, puis que ça part, là, qu'est-ce qui nous traverse comme sentiment? Bien, c'est une fébrilité. Ça, au départ, moi, même dans les caucus, au départ, je suis nouvelle, puis je veux voir comment ça fonctionne, c'est quoi la dynamique. Puis bien prendre toutes les ficelles avant de pouvoir m'interposer. Donc, j'ai été définitivement spectatrice, mais c'est intéressant de voir tout ce qu'on a préparé pendant la campagne, tout le matériel, maintenant, tout ce qu'on a à proposer, puis comment les oppositions travaillent avec le gouvernement, dans le fond, pour faire passer leur point de vue, mais améliorer ou suggérer autre chose, puis à quel point, nous autres, le gouvernement, on peut être à l'écoute, puis faire respecter nos idées aussi. Bon, vous avez déjà eu aussi une première prise de parole que j'ai vue. Donc, c'est quoi? C'était un 10 minutes, même plus, je pense? C'était un 6-7 minutes, si je ne me trompe pas, mais c'est vraiment
la réponse, dans le fond, du discours d'ouverture du premier ministre. Chaque député faisait le tour comme ça. Puis oui, j'ai eu la chance d'adresser particulièrement les gens du comté, finalement, suite à l'élection, puis de leur parler de ce que je voulais faire. Bon, parlons de la formation du bureau de comté, parce qu'effectivement, c'est l'une des premières responsabilités. Bon, un député qui est réélu, bon, a généralement pas mal déjà son bureau. Quoique dans le cas de Saint-Jean, bien, votre collègue Lemieux a déménagé, il a changé son directeur, etc. Bon, dans votre cas, à vous, vous héritez d'un comté où il y avait auparavant une députée de la CAQ qui a choisi de quitter pour s'en aller avec les conservateurs. Quelles sont les premières décisions que vous avez prises pour reformer ce bureau de comté-là à Iberville? Bien, en fait, au niveau de l'équipe, on avait déjà des personnes en vue parce qu'en faisant une campagne électorale, on côtoie des gens, puis on connaît aussi beaucoup de monde. Donc, après ça, c'est de faire des offres puis voir comment ça peut s'arrimer aussi avec le travail. Mais rapidement, on sait... en campagne électorale, on sait ce qu'on veut changer. On rencontre énormément de monde. On se rend compte vraiment des priorités de notre comté. Fait que le plus important après ça, c'est de faire un plan pour se mettre en action, pour réaliser. Parce que ça peut paraître long, 4 ans, mais avec la machine gouvernementale, bien, il faut, au début du mandat, mettre des choses en place pour être capable d'y arriver en 4 ans puis d'avoir des beaux bilans. Donc, nous autres, on est au travail. Le choix du lieu. Oui. Comment ça s'est fait? En fait, notre comté est un petit peu en coude. De Noyant-Clarenceville, aller jusqu'à Saint-Paul-de-la-Botsford. Donc, la localité de Iberville comme telle, le secteur Iberville de Saint-Jean-sur-Richelieu me paraissait naturel pour installer le bureau. Et puis, on voulait quelque chose qui était accessible aussi pour tout le monde, avec un stationnement simple, sur un seul palier, des toilettes, encore une fois, accessibles pour tout le monde. Puis, on a trouvé le local idéal dans le coin du Carrefour La Plante. Bon, vous êtes à quel endroit précisément? C'est le 715 boulevard d'Iberville, la suite 102. Donc, tout juste à côté du Carrefour La Plante, c'est ça? Exactement. Ouais. C'est l'ancienne clinique médicale. On est juste en arrière du Iris, entre le Brunet et le Desjardins. Ce qu'il y avait autrefois, dans le fond, la clinique Midi-Soleil, je pense. Oui, quelque chose comme ça. On s'y tue. Et qui sont maintenant les gens qui vous accompagnent, les gens que vous avez embauchés pour Québec et Iberville? Oui, bien, il y a Pamela Laflamme, qui est mon attachée politique aussi, en charge des communications, de la stratégie. J'ai Pierre Terrien aussi, qui m'aide au niveau de l'administration, du bureau, puis les suivis de dossiers. Puis j'ai Christine Aubin, qui est mon adjointe administrative. Bon. Les dossiers, justement, des citoyens, puis parfois, il y a une transition entre l'ancien député et le nouveau. Parfois, il n'y en a pas du tout. Est-ce que dans votre cas, à vous, avez-vous eu un minimum de contact avec Claire Sanson ou les gens qui ont travaillé pour elle dans les dernières semaines? Bien, en fait, c'est qu'il y a eu une remise de clés. Oui? Oui, okay. Oui, il y a eu une remise de clés au niveau du changement pour le déménagement de bureau. Mais Claire avait fait le choix de détruire l'entièreté de ses dossiers. Donc, mais la bonne chose avec la campagne électorale, c'est qu'on a visité une grande partie du comté, donc on avait déjà une bonne idée de sur quoi travailler. Donc, rapidement, on s'est mis à monter les dossiers. OK. Est-ce qu'il y avait des dossiers de citoyens qui avaient été entamés par le précédent bureau que vous devez remonter à zéro? Ça, en ce moment, on ne le sait pas encore. J'ai pas de cas précis là, dans lequel c'est arrivé, mais on peut le découvrir. Évidemment. Donc, si les gens regardent et se disent, bon, il n'y a pas de nouvelles, bien, il faut peut-être appeler au nouveau bureau de comté à ce moment-là. Il ne faut pas se gêner. Bon. Rôle d'adjointe parlementaire? Oui, absolument. Avec le ministre de l'Agriculture, je vais être en charge du bien-être animal. Bon, évidemment, certains diront que ça allait de soi, mais bon, ça ne veut pas dire que ça se fait automatiquement. Moi, le premier, je me suis dit, bien, probablement qu'elle va aboutir dans le pourtour du ministre de l'Agriculture. Donc, évidemment, on reste dans la famille de l'agriculture, je présume. Donc, comment vous voyez votre rôle avec le ministre et ce secteur-là du bien-être animalier? Bien, en fait, au niveau du bien-être, c'est important, je pense, de faire une bonne consultation puis une bonne évaluation du milieu parce qu'il y a eu des lois qui sont passées dans les horizons, fin des années 2000. Il n'y a pas eu beaucoup de mises à jour. En fait, il y a eu des mises à jour réglementaires, mais dans l'ensemble d'une étude globale faite par le gouvernement en place, c'était vraiment dû pour s'y attaquer. Ça tient énormément à cœur du ministre. Donc là, moi, mon premier rôle, c'est vraiment d'étudier, de rencontrer, de consulter pour faire vraiment un portrait global. Puis après ça, voir comment on agira pour bien respecter notre milieu, puis faire des gestes qui font du sens. Parce que le bien-être des animaux, c'est dans le cœur des gens. Quels sont les premiers enjeux que vous voulez faire avancer dans Iberville? Durant la campagne, bon, on a parlé d'eau potable à Clarenceville, même à la limite l'eau potable sur le chemin des Patriotes, dossier aussi avec la municipalité. Mais bref, pour vous, c'est quoi les principaux enjeux sur lesquels vous voulez tabler là, dans les prochains mois?
Bien, en ce moment, la période économique est super difficile. Donc, ça va être important d'accompagner les gens. Puis avec notre budget SAB, finalement, le budget qu'on a pour aider les gens, moi, c'est vraiment important d'agir au niveau d'accompagnement des enfants, être sûr que personne ne manque de rien, finalement, puis être capable d'aider au niveau de la qualité de vie dans mon rôle à Québec aussi. Fait que ça, c'est sûr qu'en ce moment, je pense que c'est incontournable. Ensuite, définitivement l'eau. Je l'avais mentionné aussi dans mon discours qu'on mentionnait tout à l'heure. Mais la vitalité de nos villages, c'est primordial. La vitalité d'Iberville, la vitalité de Marieville, c'est essentiel. Puis on est là dans toutes les activités. En tout cas, la majorité des activités, quand moi je peux pas, il y a quelqu'un de mon équipe qui y va. On veut être proche des gens. Puis vraiment, c'est d'être là pour écouter, recevoir ce qui se passe, puis les accompagner. Puis on est fantastique avec Pamela et Christine. On est vraiment là pour faire cheminer les dossiers puis aider rapidement, là. En terminant, vous l'avez dit en début d'entrevue, bon, faire de la politique, c'est aussi faire des sacrifices. Bon, la famille, oui, les entreprises ou l'entreprise. Je reviens encore à ce reportage avec votre collègue Sylvie Damour où on dit, bien là, il faut mettre nos actions comme dans une fiducie, puis là, on ne contrôlera peut-être pas nos affaires. Ça, est-ce que ça fait mal au cœur un peu de voir que là, on n'a comme pas le choix d'aller là? Bien, ça fait partie, en fait, de la réflexion avant de se lancer en politique. On c'est quelque chose qu'on sait exactement. Donc, à partir du moment qu'on dit oui, on est conscient du sacrifice qu'il faut faire. Maintenant, bien là, presque tout est mis en place pour protéger, en fait, pour pas que j'aie un droit de regard là, sur les entreprises. Donc, on est à l'aise là-dedans, puis la famille est à l'aise là-dedans aussi. Ça, c'est essentiel. Audrey Bogmans, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci à vous aussi. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle du grand retour du tournoi de hockey d'antan de Venise en Québec qui aura lieu au mois de février avec M. le Président et M. le Conseiller, Steve Robitaille. Manquez pas ça. Si vous êtes propriétaire d'un chat ou d'un chien, sachez qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, ça prend une licence animalière. Ça coûte très peu de sous et on doit la renouveler à chaque année le 1er janvier via le site Internet de la Ville. À demain. Bye-bye.